You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode de Cold Facts. C'est le dernier de l'année. Et bien pour, plutôt que de faire de l'actu, puisque les matchs sont un peu disparates, on n'en a pas toutes les semaines, comme on aura visiblement en 2021, si on n'a pas des quarantaines qui viennent perturber tout ça, on a décidé de faire une sorte de récap de ce début de saison, avec les 4 clubs romans, donc Fribourg, Lausanne, Genève et Bienne, nos tops, nos flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé cette année. Et puis, entre les 2 premiers épisodes, on a placé nos pronostics. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ah, ça va bien, c'est les fêtes. Et toi, ça va? T'as Après bien fêté? Ça va, tranquillement. À 4? Pas plus, hein, voilà. pas plus. Après une semaine de pause, on est de retour. C'est vrai que la semaine passée, ça s'y prêtait pas de faire un épisode avec les matchs qui étaient quasi tous les jours. Et au milieu, on n'arrivait pas à caser un épisode. Donc, petite semaine de pause pour vous aussi, du coup. Comme ça, vous êtes contents de nous retrouver aujourd'hui, j'espère. On espère, effectivement. On s'est dit aussi que plutôt que revenir sur des matchs qui ont eu lieu il y a finalement assez longtemps en termes d'actu, c'est difficile. Les derniers matchs, c'était le lundi ou le dimanche. Pour les romans, romans, c'était ouais. dimanche avec ce Bienne Fribourg, mais pour Voilà. les Lausannois et les Genevois, ça date beaucoup plus. Donc effectivement, l'actualité chaude, on va dire, on va un peu plus soit se projeter, soit récapituler. Parce qu'il y a aussi, tu parles de Lausanne et Genève qui jouent un match le 30, puisqu'il y a une sorte de petite journée qui s'est intercalée du fait que la Spengler n'a pas lieu cette année. Mais on vous propose de faire une sorte de bilan de ce début de saison avec les 4 clubs romans. On va commencer, on va pas se casser la tête, on va commencer par le classement actuel. Que ce soit finalement le classement normal ou le classement au point par match, ça change pas fondamentalement les choses. Avec Fribourg, qui reste sur... Qui a fini l'année sur une note plus que positive. 5 victoires de suite, des victoires contre des adversaires, mine de rien, quand même de valeur, parce qu'en temps, il y avait ce côté... il joue, mais c'est trop facile de gagner 3 fois de suite contre Langnau ou contre Davos, alors que finalement, ces matchs-là, comme tous les autres, il faut les gagner. Et on dit assez que dans notre championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Après, il ne faut pas commencer à minimiser les performances d'un club parce qu'il arrive à gagner des matchs et amasser des points contre des adversaires qui sont censés être plus faibles. Hein. Non, effectivement. Puis accessoirement, au-delà de ces 5 victoires consécutives, au-delà du résultat, si on reprend même depuis fin novembre et la défaite qui a fait parler énormément, but, pas but, de Sprunger, etc., contre Lausanne. Il y a une défaite 2-1 contre Lausanne, c'était un match correct. Il y a une défaite au penalty à Genève, c'était un match plus que correct également. Puis après, effectivement, il y a eu des victoires. Donc au-delà du résultat comptable, on va dire, dans le fond de jeu, c'est vraiment solide. Au milieu, tu as quand même une victoire à Davos qui était convaincante. Après, il y a 2 fois Langnau, je suis effectivement d'accord. Après, il y a ce match contre Lausanne qu'on n'a pas débriefé à ce micro, mais qui était très bien aussi. Fribourg menait assez facilement 3-0 avec un Reto Berra qui était fantastique ce soir-là et des attaquants opportunistes. Puis après, effectivement, on a eu ce match à Bienne de dimanche. Là aussi, alors oui, Berra a beaucoup plus de travail que son vis-à-vis, mais moi, il n'a pas, pour le coup, pas eu besoin d'être fantastique. Il a fait les arrêts qu'on attend d'un Reto Berra devant son filet. Il va les faire. Tu sais qu'il va toujours faire son premier arrêt, lui. Et il y a eu une ou 2 scènes chaudes où il m'a impressionné quand même. C'est quand il lâche un rebond. Puis sur le deuxième effort biennois, comme il arrive à être de nouveau présent pour le deuxième effort. Il y a eu sur Fuchs, sauf erreur 2 fois, il le bloque. Plus le rebond, plus Fuchs une deuxième fois. Et là, il est vraiment impressionnant, mais à part ça, offensivement, ça tient la route, le powerplay tient la route. Puis finalement, avant la saison, on parlait beaucoup de la défense de Fribourg, qui était censée être légère, et même elle l'est toujours, selon moi, sur le papier. Mais dans les faits, quand tu as un Berra derrière, est-ce que finalement, toute ta défense individuellement ne gagne pas 5% d'efficacité? Parce que juste s'il y a un bug devant, tu as Berra derrière. Donc, malgré l'absence de Philippe Fourer depuis un moment, et encore pour un moment, ça tient. On se souvient des gardiens qui
qui ont amené des clubs. Les exemples sont relativement nombreux et ils sont relativement récents. On se souvient de Giannoni à Berne qui avait aussi un joli contingent devant lui, mais c'est pas non plus la défense, je sais pas de quelle équipe de NHL qui est la meilleure. Il y avait quand même des Beat Gerber qui ont un certain âge. Enfin, c'est pas que du 24 carats, mais le système allait bien. On se souvient de Langnau avec Heinz Ehlers, et on le voit maintenant avec Richard Franzen qui a un peu plus de peine à mettre en place le même système, mais il arrivait avec un gardien correct à bon, parce que c'est vrai que Tchatcho et Pounenov, c'était plutôt des bons gardiens. Ce serait méchant de dire que c'était des gardiens corrects de National League. Mais en même temps, il arrivait à faire avec des joueurs, sans être dépréciatifs, plutôt des 5e, 6e lignes dans des clubs UP, une défense qui tient vraiment la route. Et Hiller aussi à Bienne. Enfin, vraiment, on a vu que le gardien, ma foi, tu arrives à prendre un bon gardien, c'est un peu pour ça que tu vas le chercher. Exactement. Et puis si tu te rappelles de Berra avant son départ en Amérique du Nord, à Bienne justement, là il avait aussi une fois quasi tout seul amené, tout seul j'exagère évidemment, mais amené Bienne en play-off. Et moi justement, il y a pas mal de discussions ces temps, et on en parlait en préparant cet épisode où tu me disais, on lit des fois, mais si tu échanges les gardiens, c'est pas la même chose. Effectivement, mais si tu échanges les gardiens prenons l'exemple entre Bienne et Fribourg, du coup, ça veut dire que Fribourg a peut-être 400 000 de plus à investir dans ses joueurs de champ, vu que tu as échangé les gardiens, tu as échangé aussi leur salaire. Et je pense que si tu rajoutes 400 000 en profondeur de défense, peut-être devant Van Pottelberg à Fribourg, tu as peut-être un Radgeb, justement. Mais c'est peut-être la différence. Est-ce que tu préfères avoir Radgeb et Van Pottelberg, ou là, c'est vraiment de l'estimation à la louche ou au doigt mouillé, hein, ou Berra et, on va dire, Dave Sutter? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais pour dire, oui, si tu échanges les gardiens, c'est différent, mais au bout d'un moment, quand tu payes ton joueur le mieux payé, doit aussi être celui qui va peut-être le plus apporter en termes de participation à la victoire. Et Berra, sa manière de participer à la victoire, c'est d'arrêter les pucks. Je crois qu'il le fait plutôt pas mal depuis le début de saison, et c'est peut-être des fois un peu, j'imagine, frustrant pour les adversaires, parce qu'effectivement, Bienne a de quoi être frustré dimanche, parce qu'en début de match, c'est Bienne qui doit peut-être ouvrir la marque. Mais au bout du compte, tu payes 700, 800 000. On entend tous les chiffres concernant Reto Berra. Pas pour rien. Et là, on peut dire que Christian Dubé en a pour son argent avec le Reto Berra qui est devant son filet depuis le début de saison. Si on prend le top et les flops, ça va être d'ailleurs difficile. Je pense que les tops, il y en a plusieurs avec les clubs. En tout cas, avec Fribourg, Genève et Lausanne. Plus compliqué de trouver des flops. On va essayer de trouver, ce sera peut-être pas des flops monumentaux, mais voilà. Le top pour toi à Fribourg On vient de pas mal en parler. Moi, ce serait... J'en ai deux. Reto Berra, oui, mais en même temps, est-ce que vraiment on est surpris par le Reto Berra qu'on voit à l'œuvre depuis le début de saison? Je suis pas vraiment sûr. Par contre, est-ce qu'on est surpris par le Di Domenico qu'on voit à l'œuvre depuis le début de saison? Là, peut-être un petit peu plus. Pas forcément par son nombre de points. Il a 17 matchs, 18 points. Il a un point par match. C'est un petit peu mieux que ce qu'il faisait à Langnau, mais peut-être qu'il est aussi un petit peu mieux entouré dans une équipe un tout petit peu meilleure. Donc forcément, je peux comprendre qu'il soit dans de meilleures dispositions. Il a que 3 buts, mais il a 15 passes décisives. Et puis il y a l'impact dans le jeu. Et c'est ça. Et c'est l'impact émotionnel souvent, où il amène vraiment, vraiment beaucoup. C'est un peu l'un des guerriers que tu peux envoyer tous les soirs à la bataille. Il va tout le temps être fiable. Il prend très peu de pénalités. C'est 4 pénalités mineures pour Di Domenico. Alors que là aussi, c'était une des grandes questions. Est-ce qu'il va être capable de rester calme? Une autre question qui se posait, c'est avec le Tournus, est-ce qu'il va accepter d'aller des soirs en tribune parce que c'est un énorme caractère? Visiblement, chaque fois qu'il allait en tribune, le match d'après, il n'était pas à tirer la gueule ou bien au contraire. Visiblement, de tout ce que j'entends, c'est très positif. Donc, pour moi, Chris Di Domenico, et j'en ai déjà parlé à ce micro, je sais, mais à chaque fois que je vois un match de Fribourg, ça m'épate, c'est la capacité qu'il a à sortir le puck de la bande. Le nombre de batailles 50-50 qu'il y a, dont il est capable de sortir vainqueur. Et ça, je trouve assez hallucinant. Un sens de l'anticipation, on va dire, qu'il a également. Et non, c'est un gros transfert. Et je pense que pour l'instant, c'est là aussi, je disais à l'instant, que quand tu payes pour Berra, t'en as pour ton argent. Là aussi, c'est le cas avec Di Domenico. Et toi? J'ai hésité parce que
je le disais en préambule, il y a beaucoup de bonnes choses à Fribourg et assez peu de flops finalement. Même si on pourrait peut-être se pencher sur l'utilisation des jeunes, on attendait beaucoup, puis finalement, elle se fait, mais il n'y a pas un jeune qui est en train d'émerger véritablement, qui brille, même si David Debuchet fait gentiment ses points. Mais je me pencherais plutôt sur... alors c'est plus une confirmation, mais je suis impressionné par Kylian Motet et ses talents de buteur qu'on connaît, hein. C'est pas nouveau. Mais pour dire, l'année passée, en 50 matchs, il fait 31 points, joli, 11 buts. L'année d'avant, c'était 13 buts, 9 buts, 12 buts, 10 buts. Et là, il a déjà à 12 buts en 20 matchs. Donc, si on extrapole et qu'on met ça sur, allez, on va dire 50 pour pas prendre 52, ben en 40, ça ferait 24, puis après on redivise, et puis on arrive à une trentaine de buts. 30 buts pour un attaquant suisse, je pense qu'on doit... Le dernier, c'est Pius Souter l'année passée. Mais... C'est du Hoffman dans le texte, en statistique, évidemment. Exactement. C'est Hoffman Souter, et Hoffman l'a fait plus régulièrement que Pius Souter, aussi parce qu'il est plus âgé, donc il a plus d'années en National League. Mais Motet, au-delà de son tir ravageur, il y a une intelligence, il marque des buts avec le patin, la cuisse, le genou, le deltoïde. Effectivement, ils ne sont pas tous valables, ces 12 buts, je voulais te dire. 11,5 peut-être. Voilà, mais mine de rien, il est placé là où il faut, et on sait que c'est une peste, il a toujours la gueule ouverte, en gros. Il rentre... je vais dire sous la peau, c'est une traduction très mauvaise américaine de under the skin, mais il vient vraiment t'encrasser tout le temps. Et pour ça, on avait l'habitude de voir cet aspect-là de lui, mais quand il l'utilise à bon escient, cet aspect-là, en plus il est létal en phase offensive, quand il est lancé, je me souviens d'un but, je crois que c'est à Davos, hein, il envoie un bonbon dans la lucarne, bah, voilà, il est hyper efficace. Moi, ce qui m'impressionne de son début de saison également, en plus de ce que tu dis là, c'est qu'il a 9 buts à 5 contre 5. Et ça, mine de rien, des joueurs qui sont capables de faire la différence à 5 contre 5, parce que, alors, on va absolument pas minimiser les buts en powerplay, au contraire, on est capable de, enfin, on le dit souvent à quel point c'est important, mais c'est le deuxième meilleur buteur à 5 contre 5 derrière Danny Solenstein, et en plus de ses 9 buts, il a 6 passes décisives à 5 contre 5, donc ça fait 15 points sur sa moisson depuis le début de saison qui ont été réalisés à 5 contre 5. Et ça, je trouve assez impressionnant. Mais j'ai dit une bêtise à part ça, excuse, c'est vrai que je disais 11 buts en 50 matchs, 31 points, mais ça, c'était la saison 2018-2019. La saison dernière, c'est 15-15 en 41 matchs. Donc, 30 points en 41 matchs. Donc, il était vraiment quand même sur des statistiques qui sont un peu meilleur finalement, il avait quand même mis ses 15 buts, mais je pense qu'il va quand même dépasser ce total. Voilà, exactement, donc ça fait 14, pas 15, de ces points qui sont à 5 contre 5, et ça veut dire 14 sur 18 à 5 contre 5. Et ça, je trouve vraiment impressionnant pour Kylian Motet. Puis ouais, comme tu disais, il y a aussi l'aspect agacement, les points moraux qu'il est capable d'aller gagner en allant énerver tout le monde pendant tout le match. Je pense que ça c'est pas quantifiable en termes de statistiques ni avancées ni reculées, mais ça a une vraie importance. Et ouais, il fait un début de saison qui est vraiment bon. Nuance, pas un début de saison. Ça fait depuis 10-12 matchs qu'il est à ce niveau-là. On rappelle qu'en début de saison, il était un peu trimballé d'une ligne à l'autre, il était de temps en temps mis avec Sprunger et Bikoff, etc. Et c'est depuis que Christian Dubé l'a mis avec Stolberg et Dernay. Alors, encore une fois, c'est plus facile de performer quand tu joues avec deux joueurs pareils. Après, quand même, il faut les mettre les buts, hein. Mais du coup, là, il a trouvé sa place. Et je pense que l'alignement avec Stolberg et Dernay lui fait vraiment du bien et le bonifie et vice-versa. Parce que cette ligne fonctionne bien aussi parce que Kylian Motet. C'est pas seulement Motet qui est bénéficiaire des deux autres, mais les deux autres en profitent également. Ah, c'est clair que quand tu as quelqu'un qui peut te finir les jeux, tu déposes sur la palette de quelqu'un qui est capable de mettre le puck au fond. C'est un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression, une sorte de la palissade en hockey, mais il a quand même 18% au shoot. Est-ce qu'il est peut-être un peu en sur-régime? C'est possible. L'année passée, il était à 14. L'année d'avant, il était à 8. 13, 11. On va dire que autour de 15, je pense que pour un buteur, on est sur des statistiques
Mais rien ne dit... Enfin, il peut tout à fait maintenir ses 18%. Ce serait une année où il aurait été très prolifique, puis où sur un lancer de dés ou sur un lancer de pièces, ça aura tourné peut-être plus du bon côté que du mauvais côté. Et bravo. Maintenant, le flop du côté de... Là aussi, il Fribourg. y a 2 ou 3 options quand même, malgré ce que tu disais en préambule que c'était plus difficile. Alors, on va pas tirer sur l'ambulance, donc on va pas prendre Philippe Fourer. Malheureux, mais voilà, je pense que Philippe Fourer, c'était un raté au moment de ce transfert. Et j'ai déjà fait amende honorable sur ce coup-là. Moi, je pensais que ça allait bien se passer. C'était pas du tout le cas. Il y en a 2 que je pourrais voir. Soit Marca Planal, qui est quand même de plus en plus à la peine, où tu te dis, quand il rentre sur la glace, ouais, qu'est-ce qui va se passer cette fois. Contrairement à l'année passée où il fait sa meilleure année en carrière en production offensive, à défense à 5 contre 5, il prenait jamais de but quand il était sur la glace, c'était vraiment impressionnant. Là, c'est tout l'inverse, donc je pourrais voir lui. Ou Daniel Brodin, qui a eu beaucoup moins d'occasions de briller que l'année passée, parce qu'il est dans un tournus à 5 et il est malheureusement souvent la 5e roue du char. L'année passée, c'était 50 matchs, 32 points, dont 16 buts. Alors, tu me diras, dans un quart, un soir où les planètes se sont alignées à Lausanne quand il a mis son quadruplé, mais quand même, il les a mis, ces 16 buts. Là, à chaque fois qu'il joue, c'est juste le moins bon des 5 étrangers de Fribourg-Gotteron. Il a 9 matchs, 2 buts, 0 passe décisive. Impact physique, il est quand même toujours là. Tu vois qu'il triche pas, mais c'est juste que je pense qu'il doit se rendre compte lui-même que quand tu dois être à la lutte avec Gunderson, c'est juste pas possible parce qu'il va jouer tous les soirs. Dernay, avec sa position de centre qui est quand même incontournable ou presque, de temps en temps il a été mis de côté, mais la profondeur au centre à Fribourg, elle est pas en la faveur, on va dire, de Daniel Brodin. Puis Stolberg, il marque but sur but, il défend comme un mort de faim, il amène une vitesse que personne d'autre amène dans cette équipe de Fribourg. Di Domenico, j'en ai suffisamment parlé avant. Pour moi, c'est clair que c'est le 5e étranger, mais pas uniquement par la qualité des autres, aussi parce que lui est décevant depuis le début de saison. Ouais, je vais essayer de ne pas prendre la même chose que toi. Peut-être que si on... C'est vrai que Marc Aplanal, et c'est une très bonne remarque, c'est un petit point noir en ce moment. Mais là aussi, c'est difficile quand tu restes sur 5 victoires de commencer à vouloir voir du négatif quelque part. Et c'est qu'on a l'impression qu'on veut vraiment chercher la bête. Mais si on prend sur l'ensemble, je vais dire que plus qu'un flop, c'est peut-être une déception de ma part, enfin pour moi, que Jordan Bougro n'a peut-être pas réussi à encore trouver véritablement sa place. Je m'attendais à peut-être un peu plus de lui, dans la mesure où on se souvient qu'on attendait beaucoup de Sandro Schmidt. On aime beaucoup les jeunes joueurs, du sang frais, des joueurs qui intègrent le contingent de la première équipe. Schmidt avait été très bon en fin de saison passée, il avait continué en début de saison, mais il avait quasiment jamais joué en Swiss League, tandis que Bougro, il avait ses 2 saisons avec Zug Academy qui te font dire que tu prends un joueur qui est peut-être plus poli, du verbe polir, donc qui a déjà un peu une idée du travail défensif. Il y a peut-être un peu moins d'ajustements à faire que d'un junior, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec des adultes. Et qu'il se retrouve souvent avec Bikoff et Sprunger s'étend comme ailier, mais que comme centre, voilà, j'attendais plus de ce joueur, en sachant aussi que tu ne peux pas faire jouer tous tes jeunes. Ça, on l'a aussi évoqué en début de saison, en disant que oui, Gaëtan Jobin, qui en ce moment est avec les M20, que oui, Sandro Schmidt, qui a re-signé, que Bougro, que Ebicher, ça fait beaucoup de jeunes. Et à intégrer comme ça, tu peux pas tous les mettre dans des situations idéales. Donc, est-ce que c'est lui qui paye un peu? Je sais pas, c'est peut-être fort de dire ça, mais voilà, c'est ma déception en ce début de saison. Ouais, je peux l'entendre. Schmidt, il a eu une passe un peu difficile, je trouve. Il a eu un excellent début de saison avec Eren Di Domenico. Ensuite, ça a été difficile. Et là, je trouve que récemment, il y a de nouveau un pas vers l'avant qui est effectué aussi parce qu'il bénéficie d'un Di Domenico à côté de lui qui est un centre dans l'esprit, mais qui joue sur l'aile. Et je parlais avec lui avant le début de saison en disant, mais toi, t'aimes mieux jouer au centre ou à l'aile? Puis il fait, c'est une question. Enfin, moi, je suis centre ou ailier au moment de prendre le face-off. En fait, après, une fois que le jeu a commencé, puis quand tu es dans le flow du match,
ça n'a plus aucune importance. Il dit pour la responsabilité défensive, certes, mais offensivement, d'être centro-ailier, voilà, tu joues ton jeu, quoi. Donc, j'aime bien cette façon de voir le hockey comme un sport de flow, où on peut aussi le comparer avec le basket, qui est de plus en plus, on va dire, positionless, où tu as de moins en moins le meneur de jeu, le pivot. Voilà, c'est un jeu de mouvement, c'est un jeu de transition, etc. Et j'aime bien cette philosophie-là. Schmidt va un petit peu mieux et je pense qu'il a tapé un mur en début de saison, puis là, ça va un petit peu mieux. On passe à Lausanne qui, après avoir eu une séquence ultra favorable avec de nombreuses victoires de suite, connaît un peu, on va toujours utiliser cette expression qui colle parfaitement finalement aux victoires-défaites, c'est les dents de scie, et c'est difficile de trouver plus juste. Lausanne, on avait vu qu'il y avait eu un calendrier, et c'est pas une excuse, c'est juste que quand tu dois affronter Zug en back-to-back et Zurich, d'avoir ces 3 matchs en 4 jours, c'est plus compliqué. C'est clair que, admettons que c'est Langnau-Davos ou Langnau et peut-être Berne, s'il n'y avait pas eu cette quarantaine, peut-être que ça se serait mieux passé, peut-être pas finalement, mais difficile d'aligner les succès finalement. Lausanne qui se fait peut-être rattraper aussi par une certaine, je sais pas si c'est une lassitude, mais voilà, c'était un petit peu plus compliqué en ce moment. Un jeu peut-être un peu moins chatoyant aussi. Alors, oui, effectivement, je pense que Lausanne était enthousiasmant au début de saison. Franchement, chaque fois que tu allais voir un match de Lausanne, tu savais que ça allait être chouette, qu'il y aurait beaucoup de triangulation, qui allait tout réussir, que tout ce qui était entrepris allait presque terminer au fond du but. J'avais l'impression, comme je disais, comme Charles Hudon avait presque des statistiques au shoot d'un basketteur, quoi. C'était impressionnant, c'était beau à voir. Malguin Hudon se trouvait les yeux fermés, ils jouaient l'un pour l'autre. Et là, tu as l'impression que tout est un peu plus compliqué, mais je ne veux pas citer à chaque fois le roi Lot, et la vérité est dans le juste milieu, mais c'est vraiment ça. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était le vrai Lausanne ? Je pense que non, je pense que c'était un Lausanne à qui tout souriait. Est-ce que celui qu'on voit récemment, c'est le vrai Lausanne ? Là non plus, je pense pas. Je pense que c'est juste que c'est un Lausanne qui est dans une passe un tout petit peu plus difficile. Et moi, il y a certains comment dire, un aspect physique, je pense qu'on sous-estime parfois, nous également. C'est comment l'équipe a été réglée, avec des moments peut-être un peu plus forts, des moments un peu plus faibles dans la préparation physique. Est-ce que le but, c'était d'être vraiment à fond et d'être très prêt en début de saison, quitte à avoir un petit creux à un moment pour de nouveau remettre un bloc un peu plus intense plus tard ? Ça, c'est une possibilité aussi qui peut expliquer ces hausses et ces baisses de forme des équipes. Mais tout ça pour dire, moi, ce qui m'a le plus embêté dans ces quelques défaites consécutives, c'est l'impact physique, je trouve, qui est pas suffisamment présent dans cette équipe de Lausanne. Et je trouve qu'on a beaucoup de profils. Justement, les soirs de beau temps, ça va vraiment, vraiment aller vite, ça va rigoler. Par contre, les soirs où tu te retrouves face à un Zurich qui va venir très, très fort, qui va taper dans les bandes, qui va faire mal, là, je vois pas Lausanne capable de répliquer. Après, on peut pas être bon partout, on peut pas être et rapide et chatoyant. Enfin, c'est l'objectif final, évidemment, mais c'est quand même assez compliqué. Je pense que seul Zurich est capable de faire ça actuellement, parce que Zug est quand même un petit peu en dessous, même si Zug est mieux classé que Zurich. Seul Zurich est capable de jouer à la fois très très dur et de manière aussi rapide et aussi intelligente offensivement. Lausanne a passé 2 aspects-là, je pense. Et il y avait aussi une Malguin-Hudon dépendance à un certain moment. En même temps, quand cette ligne-là te met entre 2 et 3 buts par soir, je pense qu'effectivement, ce n'est pas un problème d'en être dépendant, c'est même plutôt un problème de riche. Par contre, quand ces deux-là sont un tout petit peu moins bons, et surtout Hudon, parce que Malguin, j'ai l'impression on en parlera peut-être dans un tout petit moment, au moment des tops et des flops, au moment où Hudon finit pas les jeux qui lui sont mis sur un plateau ou a un moins bon impact dans le scoring, derrière, il y a peu de monde pour prendre le relais, je trouve. Et c'est symptomatique, mais en centre de deuxième ligne, tu as Ken Yeager. Peut-être d'ailleurs qu'on en reparlera un petit peu dans les tops et les flops. Et je trouve que justement, quand tu enlèves les non-clinquants et les joueurs qui vont te ramener beaucoup de points et beaucoup de succès, derrière, ça manque peut-être un tout petit peu justement de ce deuxième rideau. Les joueurs sont là pour y arriver, mais il me semble que c'est à cette deuxième vague de progresser, je trouve. Si on prend
un Cody Almond aussi. Tu parlais de Reto Berra avant en disant qu'on paye cher pour quelque chose. Et puis après, on a ce pourquoi on a payé cher. Et on sait que Cody Almond, là aussi, le salaire, on a une idée, une estimation. C'est quand même un très bon salaire. Est-ce que cette année, il t'amène la même chose? Est-ce que McTavish a vraiment envie? Est-ce que McTavish a trouvé une utilisation correcte de Cody Almond? Un temps, c'était en troisième ligne. On a cru, peut-être, qu'avec Joris et Boson, on avait une ligne qui pouvait être vraiment embêtante à jouer, avec à la fois des gars qui sont physiques, mais qui ont des mains quand même, et que finalement, cette ligne, elle n'a pas forcément duré. Donc, si Almond était vraiment, le Almond qu'on est allé chercher ou qu'on pensait aller chercher, on ne se poserait pas la question de mettre Kenny Egger en centre de deuxième trio. On se dirait, on a Almond qui peut tout à fait remplir ce rôle, qui était aux Jeux Olympiques en 2018 avec la Suisse. On s'en souvient, oui. qui a des bonnes statistiques au face-off. Il n'en prend pas autant que les autres, mais en tout cas, quand il les prend, c'est pas ridicule. Il y avait toujours la question, quand il est arrivé de Genève, de savoir est-ce qu'il est meilleur à l'aile ou au centre. Et c'est un peu l'éternel débat de savoir où est-ce qu'il était le plus utile. Et finalement, il y a des points à corriger, finalement, du côté de Lausanne. Effectivement, ce Jäger en deuxième bloc, je pense pas que tu t'attends à ce qu'il joue déjà maintenant à ce niveau-là. Tu commences peut-être en 4 et si tout va bien, là on a l'impression qu'il a été mis à ce poste-là parce qu'il a mérité ce poste dans le jeu. Il n'est pas ridicule du tout, mais que c'est peut-être un peu prématuré de le mettre déjà là maintenant, mais que tu n'es pas complètement satisfait de ton alignement avec peut-être quand tu mets Conacher. C'est assez bizarre parce qu'on avait l'impression que la ligne de centre à Lausanne a été relativement bien construite, en tout cas sur les 3 premiers trios. Complètement. Que finalement, le club est relativement épargné par les blessures jusqu'à présent avec en gros que Guillaume Maillard, malheureusement pour lui, qui est out long terme. Ouais. Mais sinon, tu pouvais toujours mettre Froidevaux. Enfin, il y a vraiment les solutions. Elles existent de la même manière qu'un Christian Dubé a bougé son roster, de la même manière qu'un Patémon a dû trouver un remplaçant à Tanner Richard quand il était blessé. Il faudra trouver un remplacement pour Ria, mais on voit bien dans l'alignement entre Smirnov, entre Moy, on voit bien. C'est plus compliqué à Lausanne de voir, alors qu'il y a des joueurs capables. Complètement d'accord. Et moi, je reste frustré par l'utilisation de Corey Emerton, qui s'est retrouvé centre de 4e ligne. Alors oui, l'ordre des lignes, mais quand même, je pense qu'à la place d'un Kenny Egger, ce serait pas mal d'avoir un Corey Emerton. Mais le problème de Corey Emerton, c'est que s'il joue, ça veut quasi dire que Conacher ne joue pas. Parce que, comme à Fribourg, Barbero, tu l'enlèves pas. Udon, il s'est rendu indispensable par ses débuts ici en Suisse. Et même si je le trouve moins bon ces derniers temps, je pense qu'effectivement c'est difficile de le retirer de l'alignement. Gibbons, Dieu sait si après 3 matchs on se posait beaucoup de questions, mais il me semble que d'habitude on fait toujours attention, on laisse quand même quelques matchs aux gens pour arriver. Là c'est pas une mauvaise idée, parce que 16 matchs, 16 points depuis. Ouais. Et Gibbons s'est rendu indispensable. Donc en gros tu fais jouer Emerton ou Conacher. Et Emerton est en fin de contrat si je ne dis pas de bêtises, et Conacher a signé pour 3 ans. Alors bien sûr c'est pas comme ça qu'un coach doit coacher, mais j'imagine quand même que tu ne peux pas totalement faire une Daniel Brodin à Conacher et dire écoute, désolé, c'est toi notre 5e, parce qu'Emerton au centre de 2e ligne nous apporte vraiment beaucoup et on l'aime bien. D'ailleurs, Brodin qui a encore un contrat pour l'année prochaine aussi. Si Conacher a encore 2 ans, Brodin n'en a qu'une. Mais... T'as raison. Un autre tarif, je pense aussi, parce que Brodin ne doit pas coûter cher. Je pense pas que Conacher le fait d'avoir signé 3 ans, c'est le même débat finalement qu'on pourrait avoir dans d'autres proportions sur un Diaz. Est-ce que tu acceptes de le payer 3 ans, Conacher, et du coup tu as peut-être un discount chaque année, mais du coup tu prends le risque de le payer 3 ans, ou est-ce que tu le signes 2, ce qu'il veut, mais par contre il va te coûter plus cher. C'est un pari qui a été pris. L'âge auquel il a été signé, je pense que c'était pas un mauvais pari. Non.
Et il n'est pas catastrophique, hein, mais c'est peut-être justement ce genre de joueur-là qui devrait amener une certaine profondeur offensive. Les soirs où Malguin, Udon sont peut-être pas bons, tu vois qu'il y a d'autres lignes qui vont pouvoir te sortir de la gonfle. Au même titre qu'un Cummins qui avait le casque jaune tout le début de saison, il me semble qu'on comprenait jamais pourquoi. Ça fait quelques matchs qu'il est un peu dans le dur. Berchi, t'attends aussi que, même s'il a eu un mauvais début de saison, là ça va un petit peu mieux. Il était streaky, après il a marqué. Exactement. Maintenant, j'ai presque envie de faire un peu de révisionnisme. Est-ce que cette équipe de Lausanne, elle serait pas un petit peu meilleure avec Vermin et puis Tyler Moy dans l'alignement offensif, mais sans Doué, Boson et puis Maillard? Tu me diras, c'est un peu biaisé comme calcul parce que Maillard est sur les plots pour un moment, malheureusement. Ouais. Je me suis posé cette question. Et je dis pas que c'est la vérité. Je pose vraiment la question. Ouais. Vraiment, c'est intéressant de se dire. Ce qui est sûr, c'est que Moy et Vermin, je pense qu'ils auraient beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe de Lausanne. Maintenant, Boson prouve sur ses derniers matchs pourquoi c'est un joueur de hockey sur glace et que c'est pas simplement un type qui fait partie d'un trade et puis on se dit on le rajoute. Je te rajoute un peu de Boson, t'es d'accord? Non, c'est pas ça. On a vraiment un joueur qui est capable, qui a des mains, qui a aussi eu un peu de chance d'ailleurs dans un ou deux de ses buts, mais vraiment qui amène quelque chose qui n'existait pas. Douai, je trouve que c'est la même chose. Je maintiens que cette équipe est mieux construite. Tu parlais d'impact physique. C'est pas en enlevant ces deux-là et en mettant Moy et Vermin qu'on va trouver un impact physique je te rejoins complètement plus fort sur ce point-là. Donc, et tu l'as aussi dit, finalement, on est au mois de décembre, fin décembre, on pense mars-avril, on pense play-off. On ne sait pas si quand je dis on, c'est toutes les équipes ne savent pas si elles vont aller loin. Mais elles essaient de mettre les meilleures chances de leur côté. Et les meilleures chances de leur côté, c'est quand même en play-off, quand ça devient un peu plus dur, de dire aux esthètes et aux créateurs, simplifiez votre jeu, les gars. Ce qui va compter, c'est le vieux but poussé, le goal poubelle, traduction de Julien Staudenmann à l'époque, du garbage goal. L'arbitre ou le joueur? Très bonne question. C'est quand il était joueur. Ça fait vraiment plaisir de le voir maintenant, petit aparté, mais de le voir régulièrement en National League cette saison. Oui. Ça fait vraiment plaisir de le voir, au passage. Exactement. Je tenais à le dire. Mais marquer ces buts en play-off, qui vont compter autant qu'un missile dans la lucarne ou bien qu'un jeu où tu déshabilles toute la défense, ce qui arrive assez peu en play-off où tout est beaucoup plus resserré. Je pense quand même que le trade, ou en tout cas que Boson et Douai, pour dire, mais même Maillard aussi, font plus de bien à Lausanne quand même sur le long terme. Intéressant. Je pose vraiment la question parce que je sais pas. Et au moment du trade, on voulait tous savoir qui avait gagné. Puis il me semble qu'on en est tous arrivé à la conclusion. On verra, c'est logique. Et j'ai l'impression que fin décembre, on en est toujours à se dire on verra. Par contre, ce qu'il faut pas négliger à Lausanne, c'est la qualité défensive. Même si ces deux matchs contre Zug et Zurich ont peut-être été un tout petit peu plus difficiles, tu te retrouves avec une équipe qui a 19 matchs, 45 buts encaissés. C'est du même niveau que Zug, qui a la meilleure défense du championnat, avec 19 matchs, 44 buts encaissés. Mais tu as deux excellents gardiens. Et derrière, tu as une défense qui tient la route. Offensivement, elle apporte. Tu as un Joel Genadzi qui est très bon offensivement, surtout récemment. Barberio tient la baraque défensivement, j'en attends plus offensivement, même s'il a 11 passes décisives, je l'attends peut-être un peu plus fort en powerplay notamment, où il se contente peut-être un peu plus de faire très très bien circuler la rondelle d'ailleurs. Ouais. Mais quand tu as Malguin d'un côté puis Udon de l'autre, tu as peut-être envie de les laisser un petit peu plus jouer, ce que je comprends complètement. Mais je l'attendais un peu plus fort. Moi, j'imaginais Barberio comme étant le meilleur défenseur de ce championnat, dans tous les sens, dans tous les compartiments du jeu. Je ne pense pas qu'il est à ce niveau-là depuis le début de saison. Après, ça fait qu'une demi-saison qu'il est en Suisse, laissons-le encore un petit peu. C'est ça. Et il y a quand même eu un moment où il jouait vraiment, vraiment beaucoup. Et je peux imaginer qu'il est un tout petit peu à la recherche de son second souffle actuellement. Tu me diras, je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs qui aimeraient être bons comme ça en cherchant leur second souffle. Mais je l'attends encore meilleur dans pas très longtemps. Et si c'est le cas, la défense lausannoise va être très intéressante parce que Genadzi est bon, même s'il a un moins grand rôle. Frick a un rôle bizarre en powerplay où il va de temps en temps se planter devant le gardien ou en fond de zone et qu'il est plus à sa place à la ligne bleue, ce que je trouve surprenant, mais si ça fonctionne. Mais ça aussi, avec un Allemand, ça prouve aussi que si tu viens à mettre un défenseur que tu estimes que c'est lui qui va le plus t'apporter, en regardant le contingent lausannois, c'est que Craig McTavish et le coaching staff ne sont pas satisfaits
des joueurs là. Donc il y a quelque chose à corriger. Complètement. Mais du coup, pour tout ça, pour dire que je trouvais qu'on était presque un peu négatif sur Lausanne en amont, alors qu'il me semble qu'on cherche un peu là. En même temps, quand les remans vont bien, tu es obligé de chercher un petit peu les petites bêtes, et je pense qu'on peut le comprendre, mais globalement, il ne faut pas qu'on soit biaisé par ces 3 matchs difficiles, dans une période difficile en termes de répétition des matchs pour Lausanne, contre de très grosses équipes. Globalement, défensivement, ça tient bien la route. Offensivement, il manque peut-être une deuxième ligne percutante. Mais si tu as ces 2 aspects-là du jeu, Lausanne va vite revenir tout en haut du classement. Dans les tops et les flops, on va le faire assez rapidement parce qu'on a quand même beaucoup parlé déjà de l'équipe en général, donc on les a un peu abordés. Mais peut-être que le top, évidemment, d'une manière assez sommaire et simple, Denis Malgin apporte tellement à cette équipe que c'est presque trop évident. J'ai préféré, moi, me pencher sur quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dès le départ à Lausanne, et parce qu'il m'a surpris, finalement, c'est Aurélien Marty. Je pensais pas qu'il trouverait sa place aussi rapidement. En plus, avec le transfert de Lugano, ça s'est passé un petit peu... cet échange avec Nodari, ça s'est passé de manière un peu bizarre. On l'attendait pas forcément. On pensait qu'il allait faire sa saison à Lugano. Donc, dans la tête, ça devait peut-être pas être simple pour lui de tout d'un coup de changer comme ça. Et je le trouve bon pour faire ce qu'il sait faire. Et j'aime bien quand des joueurs ne commencent pas à se dire « Ah bah tiens, ça va bien, maintenant je vais essayer de dribbler tout le monde et puis je vais essayer de faire quelque chose que j'estime être capable de faire, mais non, je reste, je fais ma passe, j'ai Grossman à côté qui a beaucoup d'expérience. Grossman non plus, de son arrivée à Lausanne pour l'instant, je pense qu'il n'a pas convaincu sincèrement beaucoup de monde. Mais là, placé comme ça, il coûte peut-être trop cher là aussi, mais en tout cas, il forme une paire. Moi, c'est la paire, je l'appelle la paire Tintin, parce que de 7 à 77 ans, je trouve que les deux vont bien ensemble. Et que, un peu de la même manière que j'attendais d'Abplanalp qu'il aide Ebicher, et le côté mentor-élève, qui est beaucoup plus fort, évidemment, avec les âges, simplement d'Abplanalp, que de Grossman et Marty. Marty, il a quand même quelques années en National League, mais aussi de trouver cette bonne paire qui comme 3e paire défensive, parce que à la base, je me disais, Marty, je le verrais avec un Barberio, avec le défenseur offensif et le défenseur défensif, et puis finalement, non, ça se passe comme ça, et c'est là qu'on voit que les entraîneurs sont bien plus malins que les journalistes. Oui, mais ils sont mieux payés aussi, c'est pour ça. C'est juste aussi. Mais je te rejoins sur Aurélien Marty, qui est beaucoup plus en confiance, je trouve, que ce qu'il était capable de faire à Fribourg l'année passée. Ouais, est-ce qu'il a un rôle, il est mis dans une case qui lui convient parfaitement à Lausanne? C'est une bonne surprise, je suis complètement d'accord avec toi. Des fois, des petits lancers du poignet de la ligne bleue, il a obtenu quelques passes comme ça aussi, simplement en touchant le but. Enfin, j'ai l'impression que le travail des fois avec des coachs spécifiques ou vraiment d'améliorer certaines facettes de son jeu et pas essayer de vouloir être absolument bon partout, mais très bon dans un domaine. Complètement favorable. Ton top, toi, ça serait... Top, je suis quand même obligé de dire Denis Malgin, parce que et c'est bien que tu n'aies pas choisi Denis Malgin, parce que comme ça, chez moi, à me creuser la tête. Non, entre Malgin et Gibbons, tu me diras, il est super, cet analyste. Il nous prend les 2 premiers compteurs du club et puis il dit qu'ils sont super. Bien, merci. Non, mais ils apportent les deux vraiment beaucoup chaque soir. Et par Big Gibbons, les 3 premiers matchs où il était là. Mais Malgin, au-delà d'être... En fait, il est à la fois enthousiasmant, on va dire, beau à voir jouer, mais en plus, il est efficace. Et c'est peut-être Attention, je vais critiquer Linus Omark. C'est peut-être une critique qu'on pourrait faire à un Linus Omark. C'est que peut-être il est plus beau à voir jouer, mais il est moins efficace. Et Malgin, il allie ces deux aspects. Et on attend quand même les voir les deux en play-off, à part ça. Complètement d'accord. Malgin, peut-être qu'on verra, on verra pas. C'est le plus grand mystère du hockey suisse actuellement. Mais ceci dit, quand il a le puck, tu sais que tu vas passer les 5-6 prochaines secondes à essayer de lui patiner à côté, mais sans réussir à le piquer. Donc, il est impressionnant, il a une vision du jeu, il est capable de marquer, il marque beaucoup de buts et il fait beaucoup de points à 5 contre 5 également. Puis malheureusement, quand la défense lui laisse prendre 2 coups de patin d'élan en zone neutre, tu sais que ça va être compliqué derrière et qu'il va quasiment arriver à chaque fois au but. Et il y a cet aspect-là où ce coup de patin qu'il a vers l'avant est impressionnant. Donc oui, globalement, moi, Denis Malgin, c'est le top que je vois du côté de Lausanne. Flop, je ne vais pas materniser. Je pense que je l'ai mentionné avant et je vais rester
Là-dessus, c'est Cody Almond, décevant pour ce qu'il est censé amener. Justement parce que si il pouvait venir en deuxième ligne sans qu'on se pose la question, je le mettrais pas dans la catégorie flop. Mais si on pense à Ken Yeager avant lui et qu'on n'a même pas essayé de mettre Cody Almond en centre de deuxième ou troisième ligne, enfin bref, quand on a un trou à combler, pour moi, ça va pas. Et en plus, alors au niveau des points, mais là, c'est plutôt le joueur qui penserait à Hockey Manager. En l'occurrence, je ne l'ai pas, hein, mais j'imagine que certains ont dû le prendre en début de saison. Ils doivent se mordre les doigts. Donc voilà, Cody Almond pour moi. Pour moi, c'est Ken Yeager. Alors, j'aime pas taper sur les jeunes, et c'est pas une question de taper d'ailleurs. Mais moi, j'attends un petit peu plus de ce joueur parce qu'il a 22 ans. Et on l'a dit avant la saison. C'est le jeune de Lausanne, certes, mais il a 22. En fin de saison, il aura 23 ans. C'est l'âge de Denis Malgin. Mm-hmm. Il a que quelques mois d'écart avec lui. Alors bien sûr, on ne compare pas un joueur suisse de NHL avec un joueur suisse qui n'avait pas une minute d'expérience en National League avant cette saison, je suis complètement d'accord, mais juste en termes de potentiel que tu peux voir dans ce joueur, tu dis il a déjà 22 ans. Il a eu un week-end de grâce où il fait 3 points en 2 matchs contre Bernay Davos, c'était les 9 et 10 octobre, c'est ses derniers points. Depuis, il a 15 matchs, 0 points. Et il était en powerplay aussi, d'ailleurs. Il a été en power, c'est ça. Il a été mis en plus dans des situations. C'est exactement ce que je voulais dire, merci. Non, je rigole. Mais effectivement, il lui donne des responsabilités. Et en ce sens, j'aime bien cet aspect-là de Craig MacTavish. C'est qu'il n'est pas en train de le punir si pendant 2 matchs il fait rien, ou s'il fait une erreur, ou s'il n'est pas bon durant un match. Il va lui maintenir sa confiance. Et ça, c'est très bien. Il est passé à l'aile, il est passé au centre. Puis là, depuis 4 matchs, il est au centre de la deuxième ligne. Alors, ça coïncide avec les défaites de Lausanne. Je ne suis pas du tout en train de relier les deux choses. Hein. Mais quand tu es centre de deuxième ligne contre Zug, Zurich, 2 fois Zug, Zurich, puis après Fribourg et Rapperswil, c'est des équipes qui ont des centres qui tiennent la route. Rapperswil, ils ont 2 centres étrangers. Donc, tu sais qu'il va avoir des soirées difficiles et... Moi, j'attends plus de ce joueur. Juste, s'il avait 20 ans, j'en aurais pas parlé. Là, il a 2 ans de plus et j'attends plus de lui. Et aussi, c'est difficile de trouver des flops quand justement, globalement, ça va bien. Et le terme flop est peut-être excessif. Il faut qu'on dise autre chose. Déception. Voilà. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Petite capsule pronostic, puisqu'on a droit à 4 matchs. Mercredi 30, Zurich-Bienne, Davos-Zug, Langnau, Berne et Genève-Lausanne. Comme ça, tu vas me dire si je me trompe, j'en ai identifié 2. Ça tombe bien en plus parce qu'il n'y a pas Rapperswil et il n'y a pas Ambry. Parce que, alors, on nous écrit sur les réseaux sociaux ne jamais parier contre Ambry. Très très bonne remarque. Et je pense que nous, on va rajouter ne parier jamais contre Rapperswil parce que on se fait rouler avec eux. Et à chaque fois. Après, tu me diras, c'est aussi, les risques sont un peu plus grands quand tu veux avec 2 buts d'écart. Il faut aussi reconnaître. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre fois, on était parti sur le même pari. On avait mis Zug, on s'est ramassé. Et puis là, Langnau-Berne, je me dis, quand même, il me fait de l'œil ce match parce que Langnau arrive pas. Et là, ils sortent d'un 5-1 contre Zug, ce qui est complètement normal. Berne va sortir de quarantaine. Berne a un nouvel étranger. Berne doit faire quelque chose. Puis en même temps, après, là, je vais me faire le contre-argument. Je vais me dire, ouais, mais c'est un derby, donc il peut quand même se passer des trucs. Et puis sinon, il y a quand même ce Zurich-Bienne qui me fait de l'œil, mais... Dans quel sens ? Dans le sens où... Parce que je te rappelle que toute série qui se prolonge se rapproche de son terme. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc 8 victoires de suite pour Zurich, c'est ça ? Exact. Et Bienne est à 3,45. Est-ce qu'on s'amuse avec Bienne ? C'est ça la question, non ? S'amuser, c'est difficile. J'aurais tendance à partir sur Zurich. En plus, tu l'as dit avant, ils ont un contingent qui est ultra équilibré. Alors, d'accord, il n'y a plus Marco Rossi, même s'il n'a pas eu un impact phénoménal. Hein. Donc, on a vraiment l'impression que, en gros, il a fait partie du contingent de Zurich. Mais il est passé comme un... Ah oui, il y a Marco Rossi qui est sur la feuille de match, mais on n'a pas eu le temps de voir ce que c'était que Marco Rossi. Et Pius Suter, par contre, on a un petit peu plus vu.
il était bon. Sur les derniers matchs, il montait, je trouve, en puissance. Surtout qu'en plus, il était mis avec Bodenman et Hollenstein pour ne pas casser la première ligne Chris Baltisberger, Andrighetto, dans la mesure où il allait repartir. Alors que normalement, on aurait pu l'imaginer refaire le duo avec Gareth Rowe et les joueurs et managers auraient été très satisfaits. J'ai un ami salutations à lui, qui a Hollenstein et qui m'emmerde à chaque fois qu'Hollenstein fait quelque chose, et ces derniers temps il m'a beaucoup emmerdé. Je tiens à le dire, mais je le salue quand même. Donc toi alors, moi j'ai identifié ces 2 matchs évidemment. Moi je me demande s'il n'y aura pas des buts à Genève. Je sais pas, j'ai plus de 2 bonnes défenses. Voilà, exactement. Mais offensivement, c'est pas dégueulasse non plus, ni l'un ni l'autre. Plus de 5 buts et demi à Genève, ça peut me faire rigoler. C'est à 1,95 sur Jouer Sport. Et sinon, moi j'aime bien les buts en ce moment. Davos Zug. C'est Davos, ça peut vite tous les soirs être 5 buts, ils peuvent les planter sans problème. Et ils peuvent les prendre la même chose. Donc le problème, c'est que je suis pas le seul à me le dire. Donc là, il faudrait plutôt pousser sur un plus de 6 buts et demi à Davos Zug, parce que sinon, un 1,60, le plus de 5,5, je trouve pas ça très intéressant. Donc il y aurait ces 2 options-là. Après, je sais pas, je me demande, ce Servette-Lausanne, de quel côté la pièce va tomber. En fait, si je devais, si on met un fusil sur la tempe, je les mettrais sur Lausanne, mon argent, dans ce match-là. Okay. Mais je risque de pas toucher. Et comme toi, Berne qui gagne avec plus d'un but d'écart à Langnau à 2,70, ça me fait de l'œil, ça me donne envie, parce que pour toutes les bonnes raisons que tu as citées avant, pour le fait que pour moi Berne est en sous-régime terrible depuis un certain temps. Ils ont eu certes la quarantaine, mais on se rappelle de certaines sorties de quarantaine. Moi, honnêtement, à part la toute première, donc c'était Fribourg à Langnau, qui était une purge pas possible, et tu t'es dit ah ouais, quand même les sorties de quarantaine c'est difficile. Depuis celle-ci, je me suis un peu mis dans l'esprit que c'était difficile de revenir. Et c'est pas souvent le cas. Hein. Donc, il y a quand même de bonnes chances que... Par contre, moi, je suis moins frileux que toi. Je crois que je risque de partir sur Berne avec plus d'un but d'écart. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on revient sur la récap de ce début de saison avec Genève, qui va bien, malgré cette défaite, la dernière en date, en sortie de quarantaine, justement, contre Bienne, 4-2, alors que Genève menait 2-0. Ça semblait aller dans le sens de l'équipe qui sort de quarantaine, qui a eu le temps de se préparer. En plus, c'est Genève avec du talent, ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Fer a fait n'importe quoi en commettant des grosses boulettes, des pénalités. Et bien en a profité pour revenir, bien avec son excellent power play. Du côté de Genève, on a l'impression qu'on parlait du trade, notamment entre Lausanne et Genève, enfin des trades même. On est sur une équipe qui a du talent. On peut presque ressortir ce qu'on a dit sur Lausanne. Je ne sais pas si c'est du copier-coller, mais Genève a à la fois du talent, à la fois aussi des travailleurs. Ils ont eu 1 ou 2 blessés qu'ils ont récupérés. On se souvient que Miranda, qui est un joueur important de l'effectif, parce qu'il a un rôle que d'autres ne peuvent pas endosser d'un claquement de doigts comme ça. Ils ont Tanner Richard qui a été blessé aussi. C'est quand même un centre qui gagne beaucoup d'engagement, mais ça n'a pas eu un monstre impact. Mais souvent, on a parlé de Genève en dents de scie. Il serait peut-être temps aussi que Genève connaisse une grande séquence pour un peu faire une sorte de statement pour dire on sait qu'on est bon, voilà, vous l'avez vu, là, on a enchaîné les victoires. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Cette équipe de Genève, elle n'a pas été convaincante, on va dire, récemment. Mais sans être vraiment convaincante, elle a 1,69 points par match depuis le début de saison. Donc là aussi, il ne faut pas chercher trop la petite bête du côté de Genève. Mais les limites, elles sont du one-man show au marque pourrait de temps en temps un petit peu se voir. J'ai l'impression, quand tu as un tel joueur avec toi, tu peux avoir trop souvent tendance à te dire il va nous sortir un gris-gris, puis il va nous sortir de la gonfle, et puis c'est pas le cas tous les soirs. Et quand c'est pas le cas, là aussi finalement on en revient au même constat qu'on peut faire à Lausanne sur Malguin et Udon. Quand la première ligne Ria, Vermin, Omark, tous, derrière c'est un peu plus compliqué, surtout comme tu le dis très justement, Tanner Richard n'est pas là.
Et Dieu sait si c'était le bon Tanner Richard qu'on avait depuis le début de saison et surtout les 5-6 matchs avant qu'il se blesse. Là, c'était les 3-4 matchs avant qu'il se blesse plutôt. Là, c'était vraiment du tout bon Tanner Richard et je me réjouis de le voir revenir. D'ailleurs, petite question, Damien Ria va gentiment s'en aller, visiblement. Ça avait été annoncé à la fin du match du 23 qu'il ne serait pas de retour. J'ai pas eu de confirmation officielle du club pour l'instant. Est-ce qu'il sera quand même encore là le 30 ? Je sais pas. Moi, tous mes confrères qui étaient sur le match ont les deux écrit que c'était terminé et qu'il ne reviendrait pas le 30. Donc, je pars du principe que s'ils l'ont écrit, c'est qu'ils sont très bien informés. Mais je crois qu'ils n'ont pas été catégoriques non plus. Il y avait du conditionnel là derrière. Bref, il y a encore un tout petit point d'interrogation là autour. Mais moi, je pense vraiment qu'on ne le reverra pas. Mais ça ne change pas grand-chose sur la suite, non ? Mais la question, c'est qui tu mets ? Est-ce que tu gardes Vermin et Omar qui sont peut-être moins flamboyants qu'en début de saison où tu savais que tu pouvais mettre dans le télégramme Omar, entre parenthèses, Vermin tous les soirs à peu près pour l'assist ? Est-ce que tu gardes ce duo-là ? Si oui, on met qui avec eux ? Est-ce que c'est Tyler Moy le remplaçant naturel ? Est-ce qu'il faut changer et brasser les lignes ? Ça va être intéressant de voir les prochaines semaines de Patrick Aymon. Est-ce qu'il va changer des choses ? Si oui, comment ? Moi, j'aimerais beaucoup voir Marco Miranda à l'aile de cette ligne. Je te sens zurichois dans l'âme. Non, mais je dis ça parce que Chris Baltisberger, Miranda, on obtiendrait un joueur physique avec Juan Driguetto et donc avec Omar Vermin et deux joueurs plutôt techniques et le sale boulot avec tous les guillemets de circonstances, mais aller gratter des pucks, être présent devant le gardien, te libère de l'espace finalement pour des joueurs techniques. Je comprends ton idée de Miranda. Et il va être à 2,5 à Hockey Manager. Miranda ? Oui, ouais. Dès aujourd'hui. Je sais pas, non mais au-delà de ça, moi je pense vraiment que c'est un joueur qui peut apporter cette dimension physique, qui peut apporter beaucoup de choses à cette ligne. Ce serait un profil complètement différent de Damien Ria, qui est justement un shooter, un buteur né, qui a une violence dans le shoot que peu de joueurs en Suisse ont. T'as du Hoffman, du Fazzini, mais c'est à ce niveau-là, Motet. C'est à ce niveau-là, le Damien Ria. Miranda, c'est pas du tout ça. Lui, il va aller brasser, il va faire de la place. Et finalement, il va pas demander le puck. Et quand tu joues avec Linus Omark, il faut juste avoir conscience que tu n'auras pas souvent le puck, mais à la limite, quand tu l'auras, il faudra être bon parce qu'il t'aura sorti une passe de nulle part et ça peut être une occasion de but. Par contre, le reste du temps, ça va peut-être être un peu plus du brassage dans les bandes et faire de la place pour qu'il puisse s'exprimer. Et Miranda, il a le profil pour. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Ouais, c'est juste. Bah, sinon, prendre un Moy, on remet une sorte de talent finalement à la place, qui est moins buteur. Je me demande, autant sur le powerplay, ça peut encore aller. Et on se souvient des débuts de Tony Truant de Moy avec Lausanne, où il avait marqué 7 buts en 10 matchs. Quelque chose comme ça. Il avait été en feu là. Donc il était capable de marquer des buts. Ces temps, c'est plus compliqué. Il est toujours capable de faire des passes. Mais le problème, c'est de se dire que tu as déjà deux très bons passeurs, notamment le meilleur passeur du championnat en Linus Omark, Vermin qui est capable de marquer des buts mais qui est aussi un bon fabricant de jeu. Mettre 3 passeurs, est-ce que c'est vraiment ce dont on a envie ? Je ne suis pas persuadé. Peut-être qu'ils vont nous sortir un Rod, ou peut-être qu'ils vont nous sortir quelqu'un... C'est une option. C'est une option aussi de mettre un Noah Rod à cet endroit-là. Mais comme c'est le capitaine, de lui donner l'impact d'une première ligne. Difficile de voir très très clair. J'ai l'impression que... Ou alors tu acceptes de séparer le duo Omark Vermin, parce qu'on est parti du principe qu'il les conservait. Mais est-ce que tu veux peut-être autre chose ? Là, je me réjouis de voir l'alignement, comment il va être fait pour le match contre Lausanne. Si Ria n'est pas là. Et s'il n'est pas là, ben, vraiment, on veut Ria en première ligne. On veut Miranda en première ligne. Top et flop, pour moi, le top, il y en a plusieurs. Je pense qu'on a identifié, toi et moi, les deux tops. Beaucoup aimé, de mon côté, Carrère, que j'ai pas... tu parlais de Fourrer avant pour Fribourg en disant que tu faisais ton mea culpa. J'ai pas besoin de faire mon mea culpa parce que j'ai pas été aussi... il n'y a pas un écart entre un côté dithyrambique et finalement, après... quelqu'un qui n'est pas aussi bon qu'espéré. Mais Carrère, je me souviens qu'à Zurich, il avait un rôle. Il n'était pas en powerplay. C'était un défenseur, on l'imaginait déjà un peu comme un héritier de Mark Streit. Ça fait très longtemps qu'il est là. C'est-à-dire un défenseur offensif,
capable d'être très bon pour avoir une très très bonne première passe. Puis dans les stats, ça ne se matérialisait pas et à Zurich, on lui donnait pas cette possibilité-là parce que c'est Noro qui prend cette place ces dernières années. À Genève, il n'a pas encore ça parce qu'il y a Tom Ernest. Mais franchement, il est en train de prendre une sacrée dimension en fait, il est en train de devenir un all-around. Il est capable d'évoluer dans n'importe quelle situation. Et j'imagine que c'est un joueur, si Genève ne le conserve pas, un club peut se dire, mais nous, on en fait notre défenseur numéro 1 sans problème et on lui donne 23-24 minutes de glace parce qu'on peut le mettre, il est tout terrain, on peut le mettre partout et il sera très bon. Donc, bravo à Roger Carrère et je suppose que Genève va faire ce qu'il faut pour le garder. Ils ont bien entendu identifié que quand tu as un très bon défenseur suisse, ils étaient sur Mika Henauer comme à peu près beaucoup de clubs, mais visiblement Mika Henauer resterait à Berne. Carrère, c'est un peu peut-être le même moule, mais en plus âgé, donc beaucoup plus d'expérience. Donc, qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec option. Visiblement. Donc, c'était un très bon move de l'avoir signé. Carrère Miranda, là, c'était très très bien. Et effectivement, au niveau des points, c'est pas là où justement il va pas t'impressionner. C'est 16 matchs, 4 points. Il est un tout petit peu en deçà de ce qu'il a fait la saison dernière, même pas plus qu'un tout petit peu. Il est en deçà de ce qu'il a fait l'année dernière. 48 matchs, 17 points, dont 6 buts. Et il avait vraiment. Et si tu t'attendais à ce que de là, il soit encore meilleur, je pense qu'il est moins bon en termes de points, mais il est tellement meilleur en termes de jeu, on va dire. Et les points, ils vont tomber tout seuls dans un moment, je pense. Donc, je te rejoindrai tout à fait sur Carrère si tu ne l'avais pas choisi. Jacques, mais aussi, à part ça, mais c'est clair qu'on peut pas. On peut pas tous les choisir. Mais il va normalement signer pour 2 ans à Genève et il m'impressionne. Il a trouvé sa place depuis bien longtemps, mais avec Tom Ernest. Et c'est un défenseur sur qui on peut compter, là aussi, de manière très sûre. En fait. Ah ouais, complètement. Moi, mon top du côté de Genève, bien sûr, ça aurait pu être Omark. Parce qu'il a 16 matchs, 23 points, c'est le meilleur compteur du championnat. Il est à quasi 1,5 point par match, ce qui fait une saison à 75. Il y a des brouettes sur 50 matchs, donc il y en a 52, donc on est même un peu plus loin. Donc, c'est fantastique et c'est quasi digne d'un record dans le hockey moderne, on va dire. Il est à ce niveau-là où c'est presque le choix un peu trop évident, surtout quand on connaît le biais que j'ai envers ce joueur. D'ailleurs, un grand merci à Genève Servette qui m'a envoyé une carte dédicacée de Linus Omark pour Noël et j'ai beaucoup apprécié le cadeau. J'ai aussi une carte dédicacée, mais alors il y avait un petit mot super aussi, merci, mais pas une photo dédicacée. C'est qui Ah, j'avais pas de photo dédicacée. Ah, t'avais pas du tout. Ouais. Ah tiens, oui, le VIP. Mais Arnaud et Jeff, merci beaucoup, c'est juste. Non, moi, mon top à Genève, ce sera Gauthier Desclous, qui est à 2,04 buts encaissés par match, 93,8% d'arrêt. Et tous les soirs, il est époustouflant, je trouve. Il est peut-être moins calme qu'un Reto Berra, il dégage peut-être moins cette sérénité qu'un Berra peut dégager. Moins d'expérience aussi. Ouais, et aussi parce qu'il fait 15 cm de moins, donc il doit être plus mobile devant son filet. Donc ça induit un petit peu moins de calme qu'un Berra qui sera, en fait, il bouge pas, puis il sera tout le temps là. Mais ça donne raison aux dirigeants qui avaient décidé de ne pas garder Robert Mayer, ou de pousser pour Robert Mayer dans un passé assez récent, parce qu'il y avait un peu une discussion interne, est-ce qu'on fait jouer Mayer ou Desclous chaque fois la saison dernière et la saison d'avant. Et c'était souvent Mayer, parce que c'était le gardien numéro 1 qui était un peu mis sur le devant parce qu'il avait un gros contrat. Au moment où Davos vient chercher Mayer et que Mayer veut faire la surenchère, ils ont accepté de dire non, on fait confiance à Gauthier Desclous. 13 matchs, il tient la route, son corps tient la route, c'était le gros point d'interrogation avant le début de saison. Et pour l'instant, tout va bien pour lui. Il n'a que 24 ans finalement. Donc, il est quand même censé encore être dans une phase où il va progresser pour un gardien. Et ce qu'il est en train de montrer depuis le début de saison, pour moi, c'est le top du côté de Genève. Après, flop, compliqué de trouver un flop. Tu veux réfléchir 2 secondes ? Ouais. Eric Fer, il cache un peu la merde au chat grâce à son quadruplé qu'il a marqué contre Ambry, où tu dis quand même, non mais ça va, c'est 16 matchs, 13 points, dont 9 buts. Non, pas contre Ambry, contre Berne, pardon. Mais à part ça, moi, depuis ces 4 buts qu'il marque contre Berne, il a une dizaine de matchs, 3 points. Il n'a pas apporté grand-chose offensivement, il a pris des pénalités stupides
notamment contre Bienne, où il ne coûte pas le match tout seul, mais il participe à coûter le match. Donc pour moi, lui, ça pourrait être le flop du côté de Genève, pas à égalité, mais proche d'un Daniel Winnick aussi, qui est un petit peu décevant depuis le début de saison. C'est dur. Hein. Mais ouais, c'est très dur. Mais l'année passée, faire ses 44 matchs, 34 points. Là, il est à 16 matchs, 13 points. Donc en termes de points, il est pas loin. Hein. Il part sur les mêmes bases. Mais je trouve que dans l'impact au niveau du jeu, c'est moins bon. Alors c'est comme pour les équipes précédentes. On parle d'une équipe qui est 5e du championnat et où tout va globalement assez bien. Donc c'est aussi plus difficile de trouver. C'est aussi plus difficile. Et pourquoi Winnick aurait aussi fait tout à fait sens, c'est qu'il a la même courbe que Eric Fer. C'est qu'il a 3 passes décisives le soir du match de gala contre Berne, ou le même que Fer, et depuis il a 2 assists le même soir contre Lausanne, c'est tout. Il a plein de matchs à 0, il a des pénalités ça et là qui font pas plaisir, et il a 16 matchs, 8 points. On rappelle que l'année passée, il est à quasi 1 point par match. L'année passée, c'était quasi le MVP de Genève, je trouve. Et là, c'est plus vraiment le cas. Donc entre Fer et Winnick, pour moi, c'est l'un des deux. Alors là, je vais de nouveau faire un truc, c'est une déception plus qu'un flop, mais aussi parce que les attentes étaient assez grandes. C'est Simon Lecoultre, 15 matchs, 1 assist, 20 lancés au but, et donc 0%. Mais pourquoi je dis déception et pas flop? Parce qu'un plus 3. Donc en fait, défensivement, cette année, il fait sa part. Il est bon. Mais on s'attend à ce que, quand on l'avait vu la saison passée, on veut voir une évolution, forcément. Oui. On se dit qu'avec 50 matchs, 19 points, 4 buts, 15 assists, voilà, on aimerait voir Simon Lecoultre, si ce n'est faire un pas, tout du moins rester dans les mêmes eaux que ce qu'il a fait. Plus compliqué. Peut-être que le départ éventuel, acté de Damien Ria va ouvrir des places sur le powerplay. Peut-être qu'il va retrouver une place. Peut-être qu'il va avoir un peu plus confiance en son shoot et qu'il va de nouveau scorer. Mais là, pour l'instant... Ouais, je te rejoins aussi. Et je pense que, comme tu dis, c'est une déception aussi en termes d'attente qu'on pouvait avoir, et son temps de jeu a stagné par rapport à la saison dernière. Il était à 11 minutes et des poussières de temps de jeu, il est à 12, donc ils lui ont pas donné plus de temps de glace. Et l'année passée, il était à quasi 2 minutes de power play par match, et là il est à 20 secondes. Donc l'émergence d'un Roger Carrère a aussi finalement pénalisé Simon Lecoultre, qui a moins d'occasions de briller. Et je suis aussi un peu déçu, et j'aimerais bien qu'il ait un peu plus de temps de glace, qu'il ait un peu plus de responsabilité, mais en même temps, la concurrence elle est quand même assez rude actuellement du côté de Genève. Donc, surtout si tu mets des attaquants à la pointe et que tu joues avec un seul défenseur sur le powerplay, ce qui te laisse 2 places à la place de 4. Exactement, et Roger Carrère il a 2 minutes 15 de powerplay par match cette saison, Tom Ernest 3 minutes 07, ce qui est vraiment beaucoup. Donc forcément, il n'y a plus que des miettes derrière pour Simon Lecoultre, il n'a que 20 secondes. Et oui, comme tu dis très justement, le départ de Ria peut changer les choses. Et oui et non, parce qu'offensivement, il y a suffisamment de joueurs qui peuvent jouer les 4 rôles d'attaquants sur le powerplay. Donc ça va être assez compliqué, je pense, pour Simon Lecoultre. Maintenant, je me pose la question, tu parlais du futur de Roger Carrère, l'envie de peut-être faire venir Mika Henauer, qui est vrai, hein, et moi j'avais aussi eu l'info comme quoi Michael Fora avait été très longtemps courtisé par Genève. Visiblement, il n'a pas choisi Genève, et de ce qu'on avait lu sur Watson, sauf erreur à l'époque, il devrait rester à Ambry une saison. Mm-hmm. Donc ça va permettre à Genève de conserver Lecoultre et de le faire peut-être jouer encore la saison prochaine. Mais au bout d'un moment, il a un contrat jusqu'en 2023. Et avec le potentiel casse-joueur, ce qu'il a été capable de montrer la saison dernière, là on réfléchit de manière nord-américaine. C'est peut-être grâce à Peter Svoboda qu'on commence à réfléchir comme ça, mais est-ce que c'est pas le bon moment pour se dire, je dis une piste complètement au hasard et qui est basée sur absolument rien, un jus de cerveau, je sais pas comment on peut dire ça, mais un club comme Davos qui se dit, nous on n'a pas de défenseur, on a raté Egli visiblement qui va aller en Suède, on a raté Fora qui reste à Ambry, est-ce que vraiment on veut casser la banque pour Yannick Buren? Je suis pas sûr. Il n'y aurait pas moyen de dire, de s'arranger, on vous envoie un attaquant de soutien, on vous envoie peut-être 2 joueurs de soutien devant, ou un jeune talent qui pourrait peut-être vous dépanner à certains autres endroits, mais on prend Simon Lecoultre pour en faire notre défenseur numéro 1.
C'est nord-américain comme façon de penser. On n'y est pas encore tout à fait là en Suisse, mais je pense qu'on va y venir. Et moi, je suis sûr que si on va vers un Simon Lecoultre, enfin, j'en suis sûr, non, je suis sûr de rien. Mais je peux imaginer que si la question est posée à Simon Lecoultre, écoute, est-ce que tu veux aller numéro 1 à Davos comme défenseur ou 2 avec Nugent, défenseur suisse numéro 1 à Davos, plutôt que d'être cantonné à un rôle à 11-12 minutes par match à Genève et 20 secondes de powerplay. Je peux imaginer que ça l'intéresse. Mais après, je pense que le joueur, dans ce cas-là, c'est la dernière personne à qui on demande son avis. En général, c'est les GM qui donnent leur avis, puis après, le joueur, il doit s'en accommoder. Mais alors à Davos, on a l'habitude qu'il fasse jouer des jeunes, mais si on prend Nussbaumer, si on prend Simic dans les transferts qui semblent être actés, qu'on rajoute, admettons, un Lecoultre, ça fait beaucoup de jeunes, de nouveau, à intégrer dans un contingent, sans un Dubois, sans peut-être... d'autres joueurs d'expérience, parce que voilà, un bulle, à un moment, il va bien arrêter. Ah, il va continuer. Là, il va continuer, mais il va bien arrêter à un moment. Donc, quand même, l'encadrement de ces gars, de leur faire comprendre quelle est la façon de penser à Davos, qui a vraiment un label davosien, ou en tout cas qu'il a eu pendant tellement d'années, que je pense qu'ils veulent perpétuer cette tradition. Et Non, mais quoi de mieux que Marc Vizère pour montrer la voie, moi, je trouve. Ou Dino, ouais, non, mais d'accord. Mais... Les têtes brûlées, à mon avis, c'est comme ça que tu les formes, les jeunes. Mais non, mais ceci mis à part, je pense que ça pourrait à terme être une discussion qui pourrait un jour être initiée par les agents, hein, de dire, mais nous, on trouve que ce joueur-là, il n'est pas exploité comme il devrait, et puis peut-être faisons quelque chose pour que tout le monde soit gagnant au bout du compte. C'est ça le but d'un échange, hein. Bien sûr. C'est que les deux clubs soient gagnants. L'idéal, ou ce que tous les clubs croient au moment de l'échange, c'est qu'on ait les deux vainqueurs. Et là, d'avoir un talent qui ne joue peut-être pas autant qu'il devrait, c'est peut-être une perte pour le club. On termine avec Bienne, qui... va un petit peu mieux. Ouais, c'est... Bon, ils sont partis aussi d'un moment où ils n'avaient vraiment pas bien. Hein, donc, mais ils ont toujours... Alors là, moi, ils me sidèrent. C'est un powerplay. T'as beau avoir un Rayala qui score pas, t'as beau avoir Brunner qui est pas là parce qu'il est blessé. Non. T'as beau avoir Tormenen qui est pas là sur le banc, donc on pourrait s'imaginer que sans un coach ou avec un coach différent, ça va avoir un impact sur ce jeu de puissance. Non, il y a toujours un pourcentage qui va bien. Et même aussi en disant qu'un Radgeb était peut-être un tout petit peu moins, surtout au début de saison, moins présent, mais non, de bleu, ça va bien, quoi. Ouais, effectivement. Et là, ça va un petit peu mieux aussi parce que justement, le powerplay fonctionne. Là, ils ont 5 victoires en 8 matchs. Donc, c'est un rythme d'équipe qualifiée pour les playoffs d'avoir plus de victoires que de défaites. Ils ont Skomarek aussi, hein, c'est vrai. Komarek qui arrive, ça a fait du bien, je pense, effectivement, tu as raison. Et là, la défaite contre Fribourg, certes, ils perdent, mais dans le jeu, ça tenait la route, manque un peu de finition, mais globalement, c'était un bon match de la part de Bienne. Et je le vois plus comme quelque chose de positif pour Bienne d'avoir cette rencontre-là, malgré la défaite, je la vois comme quelque chose de positif. Ulström est de retour, moi je pense qu'il amène vraiment beaucoup de choses. Maintenant, le problème, c'est qui tu laisses en tribune. Est-ce qu'un jour, il ne faudra pas laisser Lindbaum en tribune? Parce que tu te dis que Pouliot, Ulström, Rayala, Komarek, devant, il faut qu'ils jouent. Ouais. Et tu fais confiance à tes Moser, Radgeb, Fay, Forster. Stemfli a un peu plus joué contre Fribourg l'autre soir. Jan Birsel qui devrait être bien dans 2 ans, 3 ans, mais là, c'est quand même un peu tôt. Et là, tu vois, bien, ils ont dû jouer le match contre Fribourg avec Tanner, Nussbaumer, Collier en 4e ligne. Ils ont Kessler qui joue sur la 2e ligne. Ils ont Gustafsson en défense, on avait dit. Qui n'était pas là en plus. Donc là, bien, ça bricole un petit peu, mais est-ce que finalement la patte Leuenberger est en train gentiment de prendre et qu'on va vers le beau du côté de Bienne? J'ai un peu cette impression actuellement. Reste que, t'as quand même toujours le premier but de Fribourg. Moi, je m'attends à ce qu'un gardien, même si le tir de Motet, il est puissant, il a le droit de l'arrêter, je pense, celui-là. Hein. Je peux imaginer on parlait avant de t'échanges les gardiens, c'est pas la même chose. Effectivement, t'échanges les gardiens, c'est pas la même chose. Et je pense que Bienne peut le gagner, ce match. Je te dirais que plutôt que de commencer par les tops, moi, le flop, c'est Van Pottelberghe, mais aussi parce que dès le départ, on s'est demandé si
mais c'est une déception plus qu'un flop, parce qu'il a une position qui n'est pas simple. Mais enfiler les pantoufles de Jonas Hiller, est-ce qu'il va être capable On avait la même impression, enfin on s'est posé les mêmes questions pour Gauthier Desclous, hein, vraiment. Donc les deux clubs, c'était du copier-coller. Desclous nous prouve, en tout cas à l'heure du 29 ou 30 décembre, que pour l'instant ça joue très très bien. Van Pottelberger, c'est plus compliqué. Et qu'il y a certains arrêts, effectivement, il y a eu le 6-0 contre Lausanne dès le départ qui les a presque... En fait, ça a été une mauvaise chose qui est ce match-là, parce qu'ils sont presque dit que finalement, qui est Antti-Tormenen ou pas, qui est tel et tel joueur, qui est Hiller ou pas, ça marche, comme sur des roulettes, on est les meilleurs. Et c'est qu'un match. Enfin, c'est pour ça qu'on n'aime pas non plus nous faire des immenses théories après très très peu de temps, mais qu'on préfère. Tu me diras, c'est plus simple, mais c'est aussi plus logique d'attendre 15 ou 20 matchs avant de faire une dissertation sur ce que Bienne est en ce moment. Et même après 15-20 matchs, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une hagiographie très juste de ce qui se fait en ce moment. On a l'impression que Bienne est un peu en dents de scie, que ça va un peu mieux, mais pour reprendre le poste de gardien, je suis quand même pas convaincu. Et ce qui m'inquiète par contre un peu pour Bienne, même si les signaux sont assez positifs, c'est que tu te retrouves avec un calendrier qui est compliqué. C'est à Zurich, à la maison contre Zug, à Fribourg. On rappelle qu'à Fribourg, contre Fribourg cette saison, c'est pas simple. À Zurich, contre Genève. Donc jusqu'au 10 janvier, là ils ont 5 matchs très 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 difficiles. C'est rapproché finalement. Hein. Exactement. Donc après, tu as un peu... Tu me diras, ça va être pour tout le monde. Toutes les équipes vont avoir des matchs difficiles. Beaucoup, c'est surtout ça, parce qu'il va falloir... Mais quand tu vois le doublé zurichois plus Zug sur une série de 5 matchs, puis que les deux autres, c'est 2 derbies contre des équipes romandes, c'est vraiment pas simple. Et là, justement, on parlait de statement qu'on attendait un jour du côté de Genève pour valider un début de saison correct, mais pas fantastique, mais plus que correct d'ailleurs. Là, tu attends de bien aussi ce statement de... Ok, maintenant sur 2-3 matchs, on a prouvé que ça a cliqué gentiment dans cette équipe. Et donc, c'est peut-être le bon moment, tu me diras aussi. Vu le match contre Fribourg, tu peux être optimiste. Pour ça que je te disais un peu en rigolant dans la section pronostic. Et si on tentait bien à près de 3,5 à Zurich, parce qu'ils sont peut-être mûrs pour une grosse victoire. Et toi, mon flop, donc Van Pottelberger, toi, tu partirais sur qui ? Je partais également sur Van Pottelberger, mais on s'était pas concerté sur celui-ci. Moi, j'attendais plus un Petteri Lindbohm, qui a 16 matchs, 4 points. Défensivement, il n'y a rien à dire, mais... Est-ce que c'est pas le coach aussi Justement, moi, je m'attendais à ce qu'il joue en powerplay. Il ne joue pas en powerplay, ou il a peut-être joué de temps en temps des petits bouts, mais pas grand-chose, parce que entre Radgeb et Moser, je suis sûr qu'on y reviendra dans pas trop longtemps, les places sont prises. Et c'est pour ça que je disais juste avant, est-ce qu'à un moment, vu que tu as 5 étrangers, il ne faudrait pas envoyer Lindbohm en tribune ? Pour cela, il faudra peut-être que Kreis soit là, parce que Kreis fait Forster, Radgeb, Moser. Tu commences à tenir quelque chose qui peut suffire sans un Petteri Lindbohm. Donc pour moi, ce serait lui mon flop. Et le top, voilà, on en revient tout de suite à la chose. Il y en a peut-être plusieurs. D'ailleurs, flop, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer Rayala, vu les attentes qu'on a auprès de ce joueur. Mais pour le top, Yanis Moser est un peu la même manière que Roger Carrère. C'est pas que je fais mon mea culpa, mais je suis chaque fois sidéré de voir le nombre de points, en fait. C'est que Yanis Moser, c'est un peu le Dominique Egli de l'année passée en termes de hockey manager, c'est-à-dire que tu t'attends pas, mais il continue à produire. Et tu te dis, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Non, ça s'arrête pas. C'est toujours 2 assists. C'est un but en prolongation. Puis les buts en prolongation, quand tu joues à 3, des fois à 4, mais à 3, tu fais partie du trio et on compte sur toi. Et défensivement, on sait qu'il fait peu de fautes. Là aussi, un peu, j'en parlais avec Marty, il fait ce qu'il sait faire. Et il prend peut-être confiance. Peut-être qu'à Lars Leuenberger lui octroie encore une confiance supplémentaire. Mais des fois, il a presque des statistiques à la Radgeb, alors que Radgeb, on sait que c'est un défenseur offensif. Yanis Moser, à la base, c'est un défenseur défensif. Mais il faut partir du principe que cette saison, en tout cas ses premiers matchs, c'est quasi un des meilleurs défenseurs de Suisse. Puis voilà, quoi. Ouais, il est vraiment au niveau des
des tout meilleurs défenseurs suisses, enfin, la licence suisse. Il est au niveau d'Alatalo, il est au niveau de Diaz, il est à ce niveau-là, quoi. C'est impressionnant. Surtout quand tu sais il est si jeune, quoi. Il a 20 ans, le pauvre, le gamin. Et c'est là, et c'est aussi là où c'est pour ça que de temps à autre, je suis peut-être un peu plus sévère avec un Jäger qui a 22 ans. Je me dis, mais la jeunesse, oui, mais c'est pas une excuse pour tout quand tu vois que certains joueurs comme lui sont capables de produire à 20 ans. À Fribourg, on peut voir un Sandro Schmidt ou un Ebicher qui ont aussi 20 ans, qui tiennent un rôle et qui sont meilleurs qu'un Jäger qui a 2 ans de plus. Et à cet âge-là, 2 ans de progression, c'est beaucoup. Donc ce que fait Moser, c'est vraiment, vraiment fort. Moi, j'avais 2 tops. Évidemment, je ne veux pas enchaîner Moser, c'est trop facile. Mais oui, c'est une évidence. On parle d'autres aussi. Mais il y a 2 joueurs. Moi, il y en a 2 qui font assez peu de bruit, mais que je trouve vraiment, vraiment solides. C'est Offer et Kunti. Luca Kunti, alors il est aidé par le fait qu'il sera top scorer pour le prochain match, vu qu'il a un début en plus par rapport à Moser. On va plus le voir peut-être, mais c'est 18 matchs, 17 points. Et on rappelle que quand il est arrivé à Bienne, nous on avait, pour faire un peu d'histoire, quand Brunner est arrivé, on était assez convaincus en disant non, mais là ça peut marcher, il a le caractère pour, etc. Quand Kunti est arrivé, on a dit attention, pas prendre tous les desperados de Suisse parce que ça va devenir compliqué peut-être à terme. Il signe 2 ans à Bienne, première saison très bien, 44 matchs, 30 points, 8 buts, 22 passes, il n'a pas fait de vague, il a relancé sa carrière là-bas, je trouve. Finalement, il a que 31 ans, il est en fin de contrat en fin de saison. Il est prêt pour refaire une signature quelque part où il va peut-être gagner un petit peu plus d'argent parce qu'il a réussi à Bienne à se relancer. Et l'autre, Fabio Offer, on rappelle à Ambry, c'était un joueur qui la touche pas, c'était cassé, c'était la dernière saison, 10 buts, 1 passe décisive. Et moi, on me disait qu'il n'était pas simple à coacher, que c'était un caractère, etc. Là, 18 matchs, 16 points, 8 buts, 8 passes décisives. Il est efficace. Lui aussi, il ne fait pas de vagues. Et ces 2-là, pour moi, seraient les tops que je verrais du côté de Bienne. Voilà, après une semaine de pause, on a fait un épisode fleuve pour le 14e épisode de la saison. On peut profiter de vous souhaiter tout de bon pour l'année 2021 en espérant qu'on pourra vous recroiser certains d'entre vous dans les patinoires. Ça, c'était toujours un plaisir la saison dernière. Exactement. C'est qu'on pouvait de temps en temps s'arrêter dans les patinoires et discuter avec vous et parler de hockey parce que c'est quand même ça qui nous unit. Donc ça nous manque beaucoup, beaucoup. On se réjouit de vous retrouver l'année prochaine. La saison, ça viendra dans un moment peut-être. On se réjouit de se retrouver l'année prochaine. En tout cas, à ce micro, ça c'est sûr. Mercredi prochain, pour faire le point, période très chargée en espérant que les quarantaines post-Noël, Nouvel An ne viennent pas nous gâcher ce plaisir de soirée complète. D'ici là, portez-vous bien, fêtez bien la nouvelle année. En petit comité ou par Zoom. Non, ça c'est fini, on ne fait plus ça. Et sinon, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, à nous donner vos tops et vos flops si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous avez un autre avis, ce qui est totalement légitime. Et sinon, écoutez-nous sur YouTube, SoundCloud, Spotify, etc. On est présent sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, ou presque, sauf TikTok. Je pense qu'on n'aurait rien à y faire. Et sinon, portez-vous bien et à bientôt. Et bonne année.